Il est tard. La nuit tombe et une jeune femme s'apprête à fermer son salon de coiffure. Soudain, la lumière est brusquement coupée. Quelques bruits sourds se font entendre. Un homme saute par une fenêtre et prend la fuite au volant d'une voiture. Il faudra 11 ans aux enquêteurs et un extraordinaire concours de circonstances pour résoudre ce casse-tête. En cette chaude soirée de juillet 1995, en Caroline du Sud, une femme qui attend qu'on vienne la chercher en voiture est témoin d'un incident étrange. Elle voit un homme sauter par la fenêtre d'un salon de coiffure et s'enfuir en courant. Elle appelle immédiatement la police. L'adjoint est arrivé en se disant qu'il allait enquêter sur un cambriolage dans un salon de coiffure. Il entre et c'est le noir complet. Il a une lampe torche. Il promène le faisceau de la lampe torche dans tous les coins. Il fait le tour, il regarde bien partout et il ne voit rien. Mais dans la pièce du fond, il découvre une femme allongée par terre. Elle a été assassinée. Ça a vraiment dû être une découverte terrifiante. Le tueur s'était servi d'une sangle qu'il avait passée autour du cou de la victime avant de la pendre à un chauffe-eau. Le vol n'était pas le mobile. Le portefeuille de la victime était encore là. L'argent était toujours dans la caisse. Sa voiture n'avait pas bougé de place. Apparemment, il s'agissait d'une agression sexuelle. La victime est identifiée. Il s'agit de Dana Satterfield, 27 ans, la propriétaire du salon de coiffure. Elle était mère de 2 jeunes enfants. Elle travaillait dans la coiffure depuis 7 ans et était propriétaire de ce salon depuis 3 ou 4 ans. En fait, c'était un mobile-home transformé en salon de coiffure. Le meurtre a été commis aux environs de 20h30 quand le salon était encore ouvert, bien que le registre indique qu'aucun rendez-vous n'avait été pris à cette heure-là. Je pense qu'elle essayait généralement de partir avant qu'il fasse nuit, mais il n'était pas rare qu'elle travaille aussi tard. Le témoin oculaire, Diane Harris, décrit l'homme comme étant de type caucasien, mesurant environ 1,75 m, vêtu d'un jean et d'un t-shirt gris. Elle avait bien noté la taille et bien sûr, le critère de l'origine ethnique est très important. Il permet d'écarter une large partie de la population. À partir de la description du témoin, un dessinateur de la police établit un portrait robot qui est diffusé aux médias. Un autre témoin dit avoir remarqué un véhicule suspect dans le quartier. Il a vu une Ford Bronco bleue et blanche garée devant le bâtiment d'une entreprise. Il l'a remarqué parce qu'il avait travaillé là. L'entreprise était fermée et il savait que ce véhicule n'avait rien à faire là. À l'intérieur du salon, les enquêteurs mettent de la poudre pour relever les empreintes. Ils se concentrent sur le chauffe-eau auquel le tueur avait pendu le corps de Dana. La surface était dure et très lisse. La poudre allait faire ressortir des empreintes. C'est très facile d'en relever sur une surface comme celle-là. Ils trouvent une empreinte très nette. Un inspecteur a dit « La personne à qui appartient cette empreinte est incontestablement le tueur ». Je me suis dit « Incontestablement, c'est peut-être un peu fort ». Comment tu le sais? Il a dit que vu la façon dont le nœud avait été fait, il fallait avoir posé la main là pour le faire. La conclusion est surprenante. L'empreinte sur le chauffe-eau appartient au mari de Dana, Mike Satterfield. Le couple, qui avait 2 jeunes enfants, venait récemment de se séparer. Tous les indices relevés sur la scène de crime laissent penser que l'agresseur connaissait Dana. Il lui en voulait tout particulièrement. C'était un crime brutal et plein de haine. Le mari de Dana possède-t-il un alibi? D'après les preuves, les enquêteurs pensent que le tueur est entré dans le salon de coiffure de Dana Satterfield juste avant la fermeture. Il a fermé la porte et a éteint la lumière, avant de traîner Dana dans la buanderie, où il l'a étranglée. Quand on a une mère de 2 enfants tuée de cette façon, que son corps est mis en scène comme ça, abandonné dans un tel état, aussi abîmé, je savais que les inspecteurs qui travaillaient sur cette affaire voulaient la résoudre, coûte que coûte. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la strangulation est la cause de la mort. De plus,
il constate qu'elle a été violée. Dès qu'un profil ADN a pu être établi, ils ont commencé à rechercher un suspect potentiel. Suite à la plainte d'une victime d'agression sexuelle qui réclamait une méthode de prélèvement biologique moins traumatisante et invasive, les kits de viol ont été mis au point à partir des années 1970 par Louis Vitullo, un sergent de la police de Chicago, devenu le chef du laboratoire criminel de la ville. Ces kits contiennent un scalpel, des sachets sécurisés en plastique, des écouvillons stérilisés, des plaquettes de verre, des étiquettes, des enveloppes et des scellés. Après l'adoption d'une loi fédérale renforçant les moyens d'investigation et les sanctions contre les prédateurs sexuels, l'usage des kits s'est répandu sur tout le territoire américain et dans d'autres pays. Le corps de la victime lui-même était la scène de crime principale et la plus révélatrice qu'on avait à notre disposition, suivie de la salle de bain. Les enquêteurs découvrent une empreinte sur le chauffe-eau près du corps de Dana. C'est celle de son mari, Mike, dont elle était séparée. Ça n'allait plus très bien entre nous à l'époque. Elle s'était installée dans une autre maison à environ 800 mètres de la nôtre. Les enfants étaient restés ici avec moi et elle était là-bas. Mike déclare qu'il était avec ses enfants au moment où le meurtre a été commis. Bien sûr, on était avec lui ce soir-là quand l'agent de police a appelé. Il a parlé avec elle, puis il nous a emmenés au commissariat. Il était inconcevable que mon père ait fait ça ou ait quelque chose à voir là-dedans. La présence de l'empreinte de Mike sur le chauffe-eau a une explication logique. Il a effectué toutes les réparations. C'est moi qui ai installé le chauffe-eau et qui faisais l'entretien. Je me suis occupé de tout. Il n'y a rien. Absolument rien. Pas le moindre élément de preuve indiquant que Mike Satterfield ait eu quelque chose à voir avec ce meurtre. Rien du tout. Et manifestement, Mike Satterfield ne correspond pas à la description de l'homme que le témoin a vu sauter par la fenêtre du salon de coiffure. C'est un homme très costaud, sans vouloir lui manquer de respect. Il n'aurait pas pu passer par cette fenêtre. Mike aurait fait un trou dans le mobil-home s'il avait essayé de passer par là. Il vous le dirait aussi. Les enquêteurs trouvent d'autres empreintes sur la scène de crime, dont une dans les traces de sang de Dana. Toutes les empreintes sont transmises à la base de données fédérale des empreintes digitales. La base de données contient les empreintes digitales de toutes les personnes ayant fait l'objet d'arrestations en Caroline du Sud. Les empreintes sont numérisées et apparaissent sur notre écran. Les enquêteurs sont persuadés que l'empreinte sanglante va leur donner une piste. Malheureusement, il n'y a aucun résultat. On n'a pas réussi à identifier l'empreinte et pourtant, il y a eu une quantité incroyable de vérifications pour de possibles correspondances. Des enquêteurs expérimentés ont été recrutés pour travailler sur cette affaire en particulier. La recherche de la Ford Bronco bleue et blanche fait surgir un grand nombre de possibilités. C'était un véhicule très spécifique, une Ford Bronco bleue et blanche avec jantes Saw Blades. Pas un modèle unique, mais rare. Je croyais qu'il n'y en avait pas beaucoup comme ça, mais apparemment, il y en avait davantage que ce que j'avais imaginé. La police vérifie tous les véhicules correspondant à la description, sans résultat. Chaque fois que mon frère et moi on voyait une Bronco passer, il fallait appeler. On devait dire à mon père, « Papa, on a vu une Bronco, tu dois appeler. » Les pistes s'écroulent une à une, l'affaire piétine. Une année s'écoule sans que rien de nouveau ne se produise. Puis, la police a un coup de chance. Un homme incarcéré raconte aux autorités que son codétenu, Russell Trevor Quinn, 29 ans, parle souvent d'une Dana Satterfield. Il parlait tout le temps de Dana pour dire qu'elle était très séduisante. Il y a une chose très intéressante qui se passe en prison, c'est que de nombreux détenus cherchent à communiquer des informations pour bénéficier d'un allègement ou d'une réduction de peine. Et là, son codétenu n'a pas gardé ses confidences pour lui. Il est allé en parler à la police. Quinn a été incarcéré pour un crime qui présente des similitudes avec le meurtre de Dana. Il avait été incarcéré pour avoir violé une femme qu'il avait attachée à un arbre. Quinn était libre au moment où Dana a été tuée et il correspond à la description du tueur faite par le témoin. La police a pris une photo lors de son arrestation et l'a placée parmi d'autres photos qu'ils ont montrées à Diane Harris, l'unique témoin oculaire.
Parmi toutes ces photos, Diane a reconnu Russell Trevor Quinn comme étant la personne qu'elle avait vue ce soir-là. L'une des amies de Dana a dit « J'ai déjà vu cet homme dans le salon de coiffure auparavant ». Et la police a fait le lien entre lui et un véhicule similaire à celui aperçu près de la scène de crime. Mais ceci aboutit de nouveau à une impasse. Son ADN ne correspond pas à celui qui a été prélevé sur la victime. Russell Trevor Quinn représentait un grand espoir pour les inspecteurs. Pour eux, c'était le suspect idéal, mais finalement, ce n'était pas lui le coupable. 11 ans ont passé. Et le meurtre de Dana Satterfield n'a toujours pas été résolu. Les rares pistes explorées ont toutes abouti à un échec. Et la police commence à douter d'être en mesure de boucler un jour cette affaire. Mais contre toute attente, et grâce à un hasard extraordinaire, Ashley, la fille de la victime, va recueillir un témoignage déterminant qui va contribuer à envoyer l'assassin de sa mère devant un tribunal. Il n'y a pas de prescription concernant les affaires de meurtre. Elles ne sont jamais officiellement classées. Mais plus les années passent, plus les affaires non résolues sont difficiles à élucider. C'est le cas de l'affaire Dana Satterfield. C'est l'affaire la plus difficile sur laquelle j'ai enquêté. Pendant 10 ans, les inspecteurs Rick Gregory et Thomas Smith ont continué à travailler sur l'affaire en suivant des pistes potentielles. La plupart des enquêteurs de la brigade criminelle ont toujours un dossier qui leur tient plus à cœur que d'autres. On avait 2 boîtes à archives pleines de documents. Il y avait au moins 400 pistes à explorer. Les gens venaient me voir en me demandant s'ils l'avaient attrapé ou s'il y avait du nouveau. Je leur disais, je sais qu'ils travaillent toujours sur l'affaire, mais je ne crois pas qu'on l'attrapera un jour, parce que je pensais vraiment qu'ils ne l'auraient pas. Ashley Satterfield avait 8 ans quand sa mère a été assassinée. À présent, elle en a 18, va à l'université et tente de reconstruire sa vie. Un jour, Ashley conduit sa voiture dans un garage pour la faire entretenir. Cette visite va totalement changer le cours de l'enquête. Cette fille est arrivée avec une petite voiture rouge pour faire une vidange. J'ai dit, mais elle est déjà venue il y a 15 jours. Et là, on m'a répondu, c'est Ashley Satterfield. Tu sais, Dana Satterfield qui a été assassinée à Roebuck, eh bien, c'est sa fille. J'ai dit, sa fille? Je ne savais pas qu'elle avait des enfants. Cet homme qui a tenu à garder l'anonymat à ce moment-là est mécanicien. Il sait quelque chose au sujet du meurtre de Dana Satterfield. Rien que le fait d'avoir vu Ashley, de savoir que la victime était sa mère, je devais l'aider à tourner la page. 10 ans plus tôt, un soir, alors que le mécanicien est encore au lycée, son ami Jonathan Vick le ramène chez lui en voiture. Vick conduit alors une Ford Bronco bleue et blanche, semblable à celle qui était garée près de la scène de crime. Je vais aller me faire couper les cheveux ce soir. Te faire couper les cheveux? Il a dit qu'il allait se faire couper les cheveux. Je lui ai demandé où. Il était déjà très tard et il a répondu chez Dana. Je ne connaissais pas son nom de famille. Elle est super sexy. Si tu le dis. C'est clair, c'est vraiment une bombe. Tu vois rien ou quoi? Bon, moi, tu sais... Vick prétend qu'il n'y a pas que la coupe de cheveux qui l'intéresse. Je vais la brancher. Tu vas lui demander de sortir avec toi? Ouais, alors? T'es sérieux, là? Ouais. Je me suis moqué de lui et ça l'a vexé. Il m'a dit, quoi, tu crois que j'ai aucune chance avec elle? J'ai rigolé. Je lui ai dit, fais ce que tu veux, mec. Plus tard, lorsqu'il entend parler du meurtre de Dana Satterfield, il se demande si Jonathan Vick est impliqué. Si vous lui demandez, il vous dira qu'il ne pouvait pas croire que son ami ait fait ça. Il ne pouvait vraiment pas y croire. Voilà un gamin de 17 ans, sans casier judiciaire, qui fait partie de ses meilleurs amis. Et il va commettre l'un des crimes les plus brutaux de l'histoire du comté de Spartanburg. Et pour quelle raison? Pourquoi? Juste après le meurtre de la jeune femme, il a passé un appel anonyme à la police et leur a parlé de la conversation qu'il avait eue avec Jonathan Vick. Il leur a également dit que Vick conduisait une Ford Bronco bleue et blanche.
À l'époque, la police soumet Jonathan Vick et sa mère à un interrogatoire plutôt musclé. Les enquêteurs ont interrogé sa mère à 6 reprises concernant le véhicule. Où se trouvait-il ce soir-là? Qui s'en était servi? La famille a commencé à en avoir assez qu'on lui demande si c'était leur Ford Bronco, si c'était bien leur voiture. Ils sont même allés jusqu'à faire une pancarte qui disait « Ce n'est pas le véhicule recherché » et à la placarder sur la Bronco. C'est vous dire combien de personnes ont dû les contacter pour leur en parler. La police dépose même une requête pour obtenir un échantillon de l'ADN de Jonathan Vick. Mais le tribunal refuse, sous prétexte que le fait de conduire un véhicule similaire à celui vu près de la scène de crime ne constitue pas une cause probable suffisante. Mais où est la cause probable impliquant Jonathan Vick à ce moment-là? Il n'y en a pas. La police abandonne donc son enquête concernant Jonathan Vick. Il y a eu une période où je me suis dit qu'il l'avait peut-être innocenté. Mais une petite voix me disait que ce n'était pas fini. Il y avait un truc qui clochait. 10 ans après, cet homme, l'ami de Jonathan Vick, appelle une nouvelle fois la police et insiste pour qu'ils enquêtent sur lui à propos du meurtre de Dana Satterfield. Et exactement comme la première fois. Je ne voulais pas leur donner mon nom. Mais sans son nom, la police ne peut pas déposer une requête pour obtenir un échantillon d'ADN de Jonathan Vick. Vous en conviendrez, ce témoignage est pour le moins déconcertant. Car quelques jours seulement après le drame, les policiers auraient pu confondre le meurtrier et le déférer devant un tribunal. Mais en l'absence de preuves matérielles, le juge avait alors estimé illégal de soumettre Jonathan Vick à une recherche d'ADN. Cet excès de zèle, ou cette négligence, enterrera l'affaire. 10 ans plus tard, par compassion pour la fille de la victime, le garagiste réitère sa dénonciation. Mais une fois encore, il choisit de le faire anonymement. Et une fois encore, cette attitude gèle la poursuite de l'enquête. Le meurtrier présumé de Dana Satterfield va-t-il une fois de plus échapper à la justice? Les policiers sont impuissants tant que le témoin refusera de se démasquer. Les enquêteurs se retrouvent donc à la case départ, tout en se demandant ce que cet informateur anonyme a à cacher. Après 10 longues années d'attente, le procureur dispose désormais d'un témoin qui affirme savoir ce qu'il s'est passé le soir où Dana Satterfield a été assassinée. Le témoin affirme que Jonathan Vick, âgé de 17 ans à l'époque, lui a proposé de le ramener chez lui après les cours. Vick a dit qu'il allait se faire couper les cheveux au salon tenu par Dana. Vick a également reconnu qu'il fantasmait sur Dana, une femme de 10 ans son aînée, à qui il comptait demander de sortir avec lui. Vick est entré dans le salon de coiffure de Dana vers 21h30. C'était presque l'heure de fermeture. Le procureur pense que Vick a fait des avances à Dana, qui les aurait refusées, pensant peut-être qu'il plaisantait. C'est là que Vick a fermé la porte à clé, qu'il a éteint la lumière avant d'agresser Dana. Après avoir violé la jeune femme, il l'a étranglée. Pour une raison incompréhensible, il a décidé de sortir en passant par la fenêtre, ce qui a attiré l'attention du témoin, Diane Harris. Cette dernière a donc pu le voir distinctement. Le portrait robot établi à la suite de cette brève rencontre est d'une ressemblance remarquable. C'était vraiment très proche du physique de Jonathan Vick. On ignorait simplement si ses cheveux étaient de couleur claire ou foncée. On a dû trouver des témoins qui nous ont dit que Vick teignait les pointes de ses cheveux à l'époque. Quant au fait que les empreintes digitales de Vick n'étaient pas dans le salon, les enquêteurs disent que ça arrive très souvent. Ce n'est pas parce que quelqu'un touche quelque chose qu'il va forcément laisser une empreinte. De nombreux facteurs entrent en jeu. Si la peau est plus ou moins grasse à ce moment-là, le type de surface que l'on touche. Finalement, l'informateur anonyme explique pourquoi il a attendu toutes ces années avant de se présenter à la police. Il dit que Vick aurait menacé de le tuer s'il disait à la police ce qu'il savait sur le meurtre. Il ne m'a pas dit ce qu'il avait fait exactement. Il m'a dit « Si t'en parles à quelqu'un, je te tue ». Je savais qu'il allait voir Dana, et il le savait. 10 ans plus tard,
Il réalise également qu'il en va de sa responsabilité envers la famille Satterfield. Alors, il donne son nom à la police. Michael Pace. Ça ne m'empêche pas de lui en vouloir de nous avoir fait perdre autant de temps. Mais c'est tout à son honneur d'avoir pris ses responsabilités. Il a été un témoin excellent. La police peut enfin déposer une requête pour obtenir un échantillon de l'ADN de Vic. C'est sans aucun doute grâce à Michael Pace qu'on a pu obtenir un échantillon d'ADN de Jonathan Vick. Clairement, explicitement, c'est Michael Pace qui nous a permis d'obtenir son ADN. Le suspect vit toujours en Caroline du Sud après avoir servi 2 ans dans les Marines. J'ai ma femme et ma fille à mes côtés, c'est tout ce qui compte. Il avait eu près de 15 emplois différents. Chaque fois, il finissait par se faire licencier ou on lui demandait de partir parce qu'il ne s'entendait pas avec ses collègues ou ses supérieurs hiérarchiques. Vic a déjà eu maille à partir avec la justice. Il avait déjà été arrêté une fois pour violence conjugale, les poursuites ont été abandonnées, et une autre fois pour dommage intentionnel, autrement dit vandalisme, les poursuites ont aussi été abandonnées. Aujourd'hui marié et père d'une petite fille, Vic nie toute implication dans le meurtre de Dana Satterfield. Quand il a été arrêté, il nous a dit qu'il ne la connaissait pas. Pourtant, l'ADN de Jonathan Vick correspond à celui qui a été recueilli sur le corps de Dana lors de son autopsie. J'étais soulagée parce que ce dossier était sur mon bureau depuis 10 ans. J'étais soulagée que ça corresponde. Chaque fois qu'on lisait une annonce ou un article, qu'on voyait à la télé quelque chose concernant l'affaire, aux infos ou autres, ça me contrariait. Maintenant c'est fini, je me sens beaucoup mieux. Les enquêteurs pensent que Dana Satterfield était la première victime de Vic, mais peut-être pas la dernière. Une autre connaissance de Jonathan Vick, Heather Renée Sellers, a mystérieusement disparu plusieurs années auparavant. Mademoiselle Sellers s'était fiancée avec lui quelques semaines avant sa disparition. La voiture d'Heather a été retrouvée au fond d'une rivière. L'enquête sur sa disparition est toujours en cours. En novembre 2005, Jonathan Vick est condamné à la prison à perpétuité pour le meurtre de Dana Satterfield. Tous les jurés, les uns après les autres, l'ont déclaré coupable. Ils savaient tous que c'était lui. Je n'oublierai jamais la manière dont il s'est exprimé. Après tout ça, il a encore fait preuve d'une arrogance incroyable. Un peu comme quelqu'un qui se disait « Comment pouvez-vous m'accuser, moi, un homme innocent? Comment ai-je pu être condamné pour ça ?» L'assassin de Dana court toujours, alors que moi je vais. Justice ne lui aura pas été rendue aujourd'hui. Et le juge a répondu « Vous allez passer le reste de vos jours en prison. » Je ne ressens aucune compassion pour lui ou pour sa mère, sa femme ou aucun membre de sa famille. Je n'ai aucune compassion pour eux parce qu'ils pensaient, et ils pensent toujours, qu'il est innocent. Mais ils savent qu'il est coupable. Sa mère savait qu'il était coupable et elle n'a rien dit. C'est un menteur pathologique et un maniaque. Je n'ai aucune sympathie pour lui, mais il a eu droit à un procès équitable. Pour quelles raisons procureurs et policiers n'ont-ils pas poursuivi la piste fournie par Michael Pace, le dénonciateur anonyme? Car son témoignage était crédible. Et Jonathan Vick possédait une voiture en tout point semblable à celle décrite par Diane Harris, le témoin oculaire de la scène de crime. Cette légèreté a été lourde de conséquences. Elle a retardé de 10 ans la résolution de l'affaire, mais plus grave encore, elle a permis aux prédateurs de sévir à nouveau. En 2002, Vick entretient une liaison amoureuse avec Heather Sellers, serveuse dans un restaurant. Le 24 septembre, le couple passe la soirée dans des bars de Spartanburg, en Caroline du Sud. Au petit jour, la jeune femme disparaît mystérieusement, personne ne la reverra et son corps ne sera jamais retrouvé. L'année suivante, Jonathan Vick agresse Cora Kent, une femme de 20 ans, avec laquelle il a envisagé de se marier. Alors cette dernière porte plainte,
et demande une protection policière. L'affaire est classée sans suite. Si Ashley Satterfield ne s'était pas rendu par hasard dans le garage où travaillait Michael Pace, et si ce dernier n'avait pas dénoncé une seconde fois son ex-ami, il est probable que Jonathan Vick aurait allongé la liste de ses meurtres et de ses agressions. Cette affaire pose encore une question fondamentale. Jusqu'où peuvent aller les policiers pour collecter des preuves à charge sans pour autant harceler les suspects et outrepasser leurs prérogatives? La frontière est ténue. Et comme on le sait, l'application des lois est souvent affaire d'interprétation et de discernement.